Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans un cadre un petit peu particulier. Je suis actuellement dans ma salle à manger pour plusieurs raisons. Déjà, je travaille actuellement dans ma salle à manger, donc c'est beaucoup plus facile pour moi que de remonter dans la chambre puis de redescendre ensuite. En plus, il n'y a personne dans ma maison et surtout, principale raison, j'ai très froid. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture qui va contenir qu'un seul livre, tout simplement parce que je me suis dit que pour plusieurs raisons ce serait plus simple de faire comme ça. Déjà parce que j'aimerais bien vraiment vous publier un contenu par semaine et que je ne lis pas plusieurs livres par semaine et que donc c'est un petit peu compliqué de faire des updates lecture toutes les semaines. Puis d'un autre côté, je n'achète pas de livres toutes les semaines à mon plus grand désespoir, mais j'ai pas forcément les moyens de le faire. Donc je peux pas non plus faire des book hauls et j'ai pas trop d'idées comme ça tout de suite de contenus un petit peu originaux à vous publier toutes les semaines. Donc je me suis dit que dès que j'allais lire un livre, j'allais vous publier un update lecture. Déjà parce que comme ça va faire du contenu plus rapide, on va dire. C'est des petites vidéos un petit peu plus courtes qui peuvent être plus sympas à regarder des fois. Et en plus comme ça, si jamais je tombe en panne de lecture, ce que je n'espère pas évidemment, mais au cas où je tombe en panne de lecture comme l'année dernière, comme ça on a vraiment un suivi si je fais un update de lecture à tous les livres que je lis. Parce que l'inconvénient de l'année dernière, c'est qu'il y a, je pense surtout à Kelleana tome 2, Curse of Dark and Lonely, tout ça, il ne me semble pas qu'il y ait eu d'update lecture. Parce qu'à cause de mes problèmes de montage et de mes pannes de lecture, j'ai tout simplement pas eu envie de filmer. Alors que là, maintenant que les problèmes de montage sont réglés et que la lecture commence à revenir, je peux vous faire un update lecture dès que j'ai fini le livre. Ce sera beaucoup plus facile à suivre, je pense. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est un update lecture d'un seul livre. J'ai terminé Hearts of Fires and Broken il y a 3 jours. Je l'ai terminé mercredi et on est samedi quand je tourne cette vidéo. J'ai commencé à la noter. Le problème, c'est que toute la fin, je l'ai lu au lycée ou alors dans la salle d'attente de mes rendez-vous médicaux, etc. Donc c'était très compliqué d'annoter. Donc j'ai vraiment juste annoté le début, mais n'empêche que mon annotage a du sens. A Heart, Fires and Broken, c'est le tome 2 de A Curse Dark and Lonely. Je ne vais pas spoiler le tome 1, ne vous inquiétez pas, je vais donner mon avis juste sans spoiler tout simplement. A Curse Dark and Lonely, ça avait été un 4 sur 5, mais plus j'y pense, plus je me dis je devrais peut-être le baisser un petit peu à 3,5 sur 5. Après, c'est sûr, c'est 3,5 ou 4, mais bon, quand même. A Heart, Fires and Broken, il n'est pas encore traduit en français. Le tome 1, oui. Un sort noir éternel, j'oublie tout le temps le nom, il me semble que c'est ça. Je sais plus à quelle maison d'édition, mais il a été traduit en français il y a vraiment pas longtemps. Donc le tome 1, bon, je sais pas comment est la traduction. Je vous le conseille juste pour lire le tome 2, d'accord? Parce que du coup, comme je l'ai dit, le tome 1 avait été une bonne lecture. Le tome 2 est un coup de cœur, c'est bon pour vous. Il est incroyable. Dans le tome 1, on va suivre l'histoire de Ren, qui est un prince maudit qui, en fait, a 3 mois pour faire tomber une fille amoureuse de lui. À la fin des 3 mois, il se transforme en bête. Et ça fait ça tous les 3 mois et pendant une éternité. Avec lui, il a un garde qui s'appelle Gray. Vous voyez à mon sourire que c'est éventuellement un de mes personnages préférés. On a Gray qui est son chevalier de garde, je crois que ça se dit comme ça. Son garde personnel, on va dire, puisque tout le château est mort. Et c'est le seul qui est encore en vie, donc c'est lui qui réussit à retransformer Ren en humain après qu'il se soit transformé en monstre au bout d'un trimestre. C'est aussi lui qui va dans notre monde chercher des filles pour les ramener dans leur monde, donc c'est Emberfall. Dans le monde d'Emberfall, donc c'est la fantasy, hein, et la sorcière qui a lancé le maléfice à Grey et Ren va leur annoncer que c'est le dernier trimestre et qu'à la fin, il restera un monstre pour toujours parce qu'elle va retirer les pouvoirs magiques de Grey et qu'il ne pourra pas le retransformer en humain après. Donc, en gros, c'est la dernière fille, le dernier choix, le dernier espoir pour le prince de pouvoir s'en sortir.
Et cette jeune fille, c'est Harper. Donc, elle vient du monde des humains, elle va être transportée dans le monde d'Amberfall. Et Harper, c'est le dernier espoir de Ren. Et donc, vous pouvez le voir au plot, c'est un gros retelling de Beauty and the Beast. Après, c'est assumé par l'autrice, c'est fait exprès, elle a voulu revisiter cette histoire. Et donc dans le tome 1, voilà, on va suivre tout ça. Et franchement, le tome 1 était vraiment super bien. Le monde était très développé. C'était ça que j'avais bien aimé aussi. C'est que pour un tome 1, on a un monde qui est très très développé. La romance, c'est le plot principal, mais c'est pas une romance en mode s'il te plaît, tombe amoureux de moi, sinon je vais mourir, patati patata. Pas du tout. C'était vraiment bien et Grey, et juste Grey. Et la fin du tome 1 était assez perturbante. Je l'avais pas trop vu venir. Donc j'étais très contente de me replonger dans le tome 2. Un coup de cœur. Déjà, on va suivre de nouveaux points de vue. Dans le tome 1, on suivait que le point de vue de Ren et le point de vue de Harper. Et là, dans ce tome-ci, on va suivre le point de vue de Grey. On va aussi suivre le point de vue de Harper à un moment. Ren, je crois qu'on n'a aucun point de vue. Mais il me semble bien qu'on n'a aucun point de vue de Ren dans ce tome-ci. Pour des raisons qui sont évidentes vu le plot. Donc, pas de point de vue de Ren. Il me semble qu'on a un ou deux points de vue de Harper. Sinon, c'est vraiment centré sur Grey et sur Liamara. Donc, Liamara, c'est un nouveau personnage qui arrive dans le tome 2. Je peux vous le dire sans vous spoiler. C'est qu'en fait, le problème d'Umberfall dans le tome 1, c'est qu'on apprend qu'il y a le royaume ennemi voisin qui s'appelle Silshallow. Donc, on a le royaume de Silshallow qui se dit, bah tiens, Humberfall a l'air un petit peu dans la merde en ce moment, on va les attaquer. Effectivement, quand on voit que son voisin est faible, on se dit, on y va quoi, on n'hésite pas, il n'y a pas d'armée ni rien, on va y arriver. Et donc Liamara est la fille de la dirigeante de Silshallow, ce n'est pas l'héritière, c'est sa sœur l'héritière, mais c'est quand même la fille. Et donc on va suivre le point de vue de Grey et le point de vue de Liamara. Et avoir ces nouveaux points de vue là, c'était incroyable. Après, d'un autre côté, encore une fois, vu la fin du tome 1, c'était normal qu'il y ait des points de vue de Grey très souvent et que ce soit... En fait, ce que j'ai bien aimé, je pense, c'est ça. C'est que j'ai préféré l'intrigue du deuxième tome. Le premier tome, donc, c'était vraiment ce Harper tombe amoureux de moi, reste avec moi, ne retourne pas dans ton monde, etc. Alors que ce tome 2, du coup, je peux pas dire l'intrigue. Mais l'intrigue, je l'ai trouvé tellement mieux. Genre, il y a beaucoup de sous-tons politiques. Et ça m'a fait beaucoup penser à Game of Thrones au niveau de l'ambiance. Et vous savez, Game of Thrones, c'est ma série préférée. Donc forcément, quand il y a des sous-tons de ma série préférée, j'aime énormément. Et il y a vraiment ce côté intrigue politique, fuite, etc. Je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler le 1. C'est vraiment incroyable. Genre, l'intrigue, elle est tellement mieux. Et les personnages, ils sont tellement développés. Et on arrive à avoir de la compassion pour Ren. Alors que vous le verrez en le lisant, je ne dis pas pourquoi, mais on essaye un petit peu de nous induire en mode c'est Ren le fautif, mais on n'arrive pas parce que le point de vue de Grey est exceptionnel. Ce personnage, c'était tellement intéressant d'avoir son point de vue. Après, encore une fois, vu la fin du tome 1 et vu le plot du tome 2, c'était évident qu'on allait avoir son point de vue. Mais je veux dire, on aurait très bien pu l'avoir dans le tome 1, parce que c'était quand même un personnage du trio principal, enfin Harper, Ren, Grey. Sauf que là, vraiment, on ne l'avait jamais vraiment entendu penser. Et en plus, ça parle un petit peu quand même de ce qui s'est passé dans le tome 1. Donc ça fait qu'on a son retour, sa réaction sur deux, trois trucs qui se sont passés dans le tome 1. Et c'est ça qui est super intéressant aussi. Le développement des personnages sont incroyables. Il y a Jake. Oh là là. Jake, je le détestais dans le tome 1. C'est un de mes personnages préférés maintenant. Je pense pas que ce soit mon personnage préféré. Quoique, incroyable. Vraiment incroyable, Jacob. Enfin, Jacob, c'est la même personne. Tellement évolué. Incroyable, vraiment. Je vous dis, je l'aimais vraiment pas dans le tome 1. Et là, dans le tome 2, je l'adore. En fait, j'aimais tous les personnages, à part Caris Luran, qui est donc la chef du royaume, enfin l'impératrice du royaume d'à côté. Parce que bah, c'était la méchante, donc forcément, on l'aime pas. Mais alors, Liamara, je l'ai adorée. La sœur de Liamara, qu'on voit pas beaucoup, qui s'appelle Nola Verine. Ils ont tous des prénoms composés dans le royaume, hein, Caris Luran, Nola Verine et Liamara. Mais bref, Nola Verine, je l'ai beaucoup aimée sur la fin. Personnage très intéressant qu'on voit pas énormément, mais qui a un bon développement quand même et qui est super touchant, je trouve. Grey, enfin je veux dire, c'était déjà mon personnage préféré dans le tome 1, donc là, vu que le tome 2 est centré sur lui et qu'on le voit littéralement à toutes les pages,
je ne pouvais que l'aimer. En plus, il a vraiment un développement très 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 intéressant au début du tome. Je vous dis pas encore une fois le plot, mais en gros, au début, il est en mode non, et ça se termine en oui. Pour ceux qui ont lu la fin du tome 1, vous savez donc sur quoi le tome 2 porte, et pourquoi il y a ce truc de oui-non. Voilà, c'est tout. Harper, faut que j'aille chercher une boîte. Enfin, une boîte. Une bûche plutôt, pas une boîte, voyons. Léa. Désolée les cocottes, il fait trop froid. Moi, je vais pas vous donner à manger. On y retourne. Donc, le personnage de Harper, je l'avais beaucoup aimé dans le tome 1. Harper, c'est un personnage féminin très très fort. C'est ça aussi, j'aime beaucoup dans les livres de Brigitte Téméraire. Enfin, dans les livres, j'ai lu que ces deux-là. Les personnages féminins sont vraiment très 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 bien représentés. Donc, on a Harper, on a aussi du coup Liam Mara, Nola Verine, même Caris Luran. J'aime énormément les personnages féminins dans la trilogie. Et donc, Harper, son développement, il est. En fait, on ne suit pas trop son développement. Harper, elle a peut-être le seul personnage qui n'a pas vraiment de développement, je dirais. Parce que donc elle en a un forcément dans le tome 1, un petit peu, et encore elle change pas tellement que ça, alors que le personnage change énormément dans le tome 1. Après, on a Ren. Ren, je l'aimais bien dans le tome 1, c'était mon deuxième personnage préféré, mais en fait, ce qui est super intéressant dans le tome 1, c'est que d'habitude, j'ai vraiment l'habitude de lire des fantaisies où il y a un groupe de personnages, donc Six of Crows, Shades of Magic, tout ça, où il y a vraiment un groupe. Et là, en fait, le tome 1 se focus surtout sur trois personnages, Grey, Ren et Harper, comme je vous l'ai dit. Donc, Ren, forcément, c'était soit mon deuxième, soit mon troisième personnage préféré, vu que de toute façon, il n'y avait que trois personnages. Mais j'avoue que c'était mon deuxième personnage préféré, je l'ai préféré à Harper. Et là, encore, c'est un de mes personnages préférés, alors qu'on a eu zéro point de vue de lui. Mais en fait, savoir ce que les gens pensent de lui, je sais pas si ça vous fait ça, savoir ce que les gens pensent sur un personnage, je trouve que ça renforce l'attirance ou non qu'on a à un personnage, ou l'identification qu'on a ou non à lui. C'est-à-dire que Ren, on n'a pas son point de vue, on ne sait pas du tout ce qu'il pense de tout ce qui se passe dans le tome 2, à part dans ce fucking épilogue, mais on en parlera après. Donc on ne sait pas du tout ce qu'il pense, mais par le biais des pensées des autres personnages, on s'attache quand même encore plus à lui et on parle quand même de lui, évidemment. Et parce que ça reste quand même un personnage central, forcément. Et, euh, et je l'ai vraiment encore plus aimé, alors que vraiment, on le voit presque pas. Liamara, je l'ai beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup. Au contraire des personnages que je n'aime pas. Pour l'instant, tout est logique. Je déteste les personnages qui sont là en mode non, mais je suis désolée, c'est de ma faute. Non, mais arrête de faire ça. Non, mais c'est de ma faute. Non, mais j'arrête de faire ça parce que de toute façon, tout ce que je fais, ça finit en désastre. Je déteste les personnages comme ça. Je déteste ça, mon Dieu. Et Liamara, j'avais très très peur au début qu'elle soit comme ça. Vraiment, les premiers chapitres, on se dit oh, punaise, c'est un cas celle-là. Et en fait, le fait qu'elle ne soit pas comme sa mère, Caris Luran, euh, c'est déjà un très très gros point. C'est déjà pas une connasse. Et vraiment, son développement, il est super intéressant. Après, on a d'autres personnages comme Jacob qui a un développement de fou. Taeko qu'on rencontre dans ce tome-là, qui n'a pas vraiment de développement, qui est un personnage super mimes. Noah qui est adorable aussi. Noah, c'est le copain de Jacob. Et ils sont super mignons et pas forcément de développement, juste ça fait plaisir de les voir là. Dustin, on l'avait vu dans le tome 1, je crois. Très très peu sûrement dans le tome 1, genre à la fin du tome 1, un truc comme ça, et là il a une certaine importance dans le tome 2, et il était vraiment cool aussi. Parlons un petit peu plus de l'épilogue du coup, parce que le contenu, je vous en ai déjà parlé, c'était super bien, je peux pas vous dire de quoi ça parle, ça vous spoilerait le tome 1, clairement, mais plus intéressant que le tome 1, je trouve, parce que le tome 1, après, je partais vraiment dans ma tête que c'était Beauty and the Beast, donc peut-être que je l'ai trop lu en mode retelling, revisite de comptes, etc. Faudrait peut-être que je le relise un jour, je sais pas du tout en m'enlevant ça de la tête, mais ça peut être un petit peu dur. Alors que là, ce tome 2, je savais, vu la fin du tome 1, que ça allait partir et que ça allait vraiment se détacher de cette histoire de la Belle et la Bête et qu'on allait plus se centrer sur ce duo Ren-Harper et que Grey allait vraiment être mise en valeur. Je pense que c'est ça aussi qui m'intéressait vachement. Et en fait, tout le bail, justement, avec Seal Shallow, avec cet empire qui attaque, ça a vraiment. Dans le tome 1, ça a presque pas d'importance, on est vraiment juste en mode l'empire est dans la merde. Alors que là, c'est vraiment le sujet principal si Shallow va attaquer le royaume d'Umberfall. Et c'est vraiment
un point super important. C'est vraiment super, super important. Et ça a plein de thématiques assez intéressantes. Et genre, par exemple, qui est le méchant dans l'histoire? Ça, c'est un truc que je trouve vachement intéressant. Et je pense que c'est grâce à la géopolitique au lycée que j'ai pu développer cette curiosité par rapport à ce genre de sujet. C'est de qui est le véritable fautif dans l'affaire. Est-ce que Grey a raison de faire comme ça? Est-ce que Ren a raison d'agir comme ça? Est-ce que Caris Noran est vraiment la méchante ou non? Est-ce que c'est vraiment les soldats de Silchalo qui sont méchants ou est-ce que c'est plutôt les habitants d'Emberfall? On se pose plein de questions que quand on est enfant, on se pose pas. On est en mode, telle personne c'est le méchant, telle personne c'est le gentil. Parce que les histoires pour enfants, elles sont pas compliquées. Mais après, quand on grandit et qu'on commence à développer cette espèce de sens un peu critique par rapport à la guerre, etc., notamment par le biais du lycée et de l'éducation, je trouve qu'on en vient à avoir des points de vue vachement intéressants et à se poser de réelles questions qui peuvent avoir des impacts sur le monde aujourd'hui. Qui sont les méchants? Est-ce qu'ils ont raison d'agir comme ça? C'est vraiment une thématique super importante et super intéressante que j'ai trouvée dans le livre aussi. Et cet épilogue, j'ai, petit spoil, j'ai fait une commande Book Depository. Donc vous aurez bientôt une toute petite commande. Vraiment, j'ai acheté 3 livres et un quatrième pour les cours. Donc globalement, j'ai acheté 3 livres. J'ai pas pris le tome 3. Je me suis dit, je vais prendre d'autres livres, vous verrez lesquels dans le book haul. Et de toute façon, je me suis dit, je vais pas me remettre à le lire tout de suite, celui-là. Donc c'est pas grave, j'ai le temps pour le tome 3. Quel livre j'ai pick up de mes shelves? A Heart of Ice and Broken. Je l'ai ressorti et je l'ai lu. Et cet épilogue, et j'ai besoin du tome 3. Genre, ça sent tellement la merde. On sent la tension arriver. Bah, en fait, pendant tout le roman, on est en tension parce on suit des personnages, je ne vous dis pas lesquels, qui sont en fuite. Et il y a donc toute cette tension. Est-ce qu'on va les rattraper? Est-ce qu'on les rattrape? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Il y a beaucoup de scènes la nuit aussi? Il y a... Ah, j'ai oublié ce personnage-là. Comment j'ai pu l'oublier? Isaac, mais incroyable Isaac. Mais Isaac, au début, on l'aime pas. Parce qu'Isaac, au début, il fait peur. C'est une créature. Et il arrive dans une scène la nuit. On a plein de moments qui déchirent le cœur entre Ren et Grey. Vraiment, ça nous déchire. Et Et on est juste en tension pendant tout le livre, mais c'est vrai que les derniers chapitres, à partir en fait des, à partir d'un moment, mais je peux pas dire lequel, on sent que là la tension elle commence à augmenter énormément, parce qu'on se dit putain, il reste 50 pages, ça va être réglé, pas dans ce tome-là, mais dans le tome d'après. Et on se dit putain, j'ai pas acheté le tome 3. C'est horrible parce que la pression, je l'ai senti monter dès la fin du livre. Tous les éléments s'enchaînent. Tout s'enchaîne vraiment très 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 vite. Et boum, ça se finit. Et on se dit, putain, le tome 3, il va faire mal. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Ce tome 2 était un petit peu plus dark que le tome 1, on va dire. Même si il aurait très bien pu être beaucoup plus dark. Donc le tome 3, j'ai vraiment peur. Il s'appelle A Vow So Bold and Deadly. Ça annonce là. Et bien au final, cette vidéo n'aurait pas été si courte que ça. J'aime beaucoup les petites vidéos comme ça où je peux vraiment essayer de développer plus en profondeur la vie sur un livre. Du coup, je trouve ça vraiment plus intéressant. Et sur ce, je vais retourner à ma philosophie et à la NITS. Et je vous dis à la prochaine fois. Et la prochaine fois, petit spoiler, normalement ce sera un book haul et normalement il y aura un gros changement capillaire. C'est tout ce que je vous dis pour cette fois. J'essaierai de vous vlogger tout ça et de vous emmener avec moi. Bisous!